Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, on se retrouve comme tous les jours avec notre super Fear and Greed côté crypto qui se trouve toujours dans le neutral à 51. Du côté des marchés US, aucun changement non plus, on est toujours dans la zone de grid à 63. Et avant de vous laisser aux zaps, j'aimerais revenir sur le commentaire de Sans Vision qui me demandait si c'était possible d'afficher les noms des youtubeurs. Alors première bonne nouvelle, c'est qu'ils sont déjà inscrits et pour tous ceux qui n'avaient pas fait attention, vous pouvez les retrouver en bas à droite de votre écran. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que ce sont les idées officielles de tous les créateurs de contenu, ce qui vous évitera de suivre les mauvais comptes. Mais vous pouvez également retrouver tous les créateurs de contenu dans la description sous chaque Zap Crypto pour faciliter vos recherches. Sur ce, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne vidéo à tous, c'était Zap Crypto. Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment la meilleure période pour investir, malgré tout ce FUD, malgré tout ce crash, les plateformes qui disparaissent, des projets qui ne se réalisent pas. Et le problème dans tout cela, c'est que bien souvent, les personnes vont faire le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ici, je te rappelle, no financial advice, je te dis juste ce que je pense, comment moi j'investirais. Mais la plupart du temps, au lieu d'investir actuellement, ils vont se dire, ça peut descendre plus bas, ça va se crasher, ça se trouve, la crypto-monnaie va complètement disparaître, on va plus en parler et je vais attendre, je vais patienter, je vais observer avant d'investir. Donc ils vont faire le contraire de ce que normalement on devrait faire, c'est-à-dire en période de FUD, en période d'incertitude, en période où il y a un gros désintérêt, et ben ça serait là personnellement que j'investirais le plus. C'est ce que j'ai fait en 2018, 2019, 2020 et j'en ai tiré les fruits fin 2020 et tout 2021 et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire acheter quand personne ne souhaite acheter et là où on a les meilleurs prix, moins 80%, ça fait comme si tu voulais acheter la voiture de tes rêves et tu l'avais à moins 80%. Tu l'achèterais ou tu l'achèterais pas? Et ben là, c'est la même chose. La voiture de tes rêves, en termes de valeur, elle n'a pas bougé. Et là, c'est pareil. Le Bitcoin n'a pas bougé et va être amené à être de plus en plus adopté dans les prochaines années. Si vous vous intéressez à cet univers, je vous conseille deux choses. Premièrement, intéressez-vous à la technologie, comment ça fonctionne techniquement et pourquoi ce n'est pas qu'un actif spéculatif, mais bel et bien une technologie qui permet de régler des problèmes différemment de ce que l'on connaissait aujourd'hui, des évolutions, et qui permet parfois de créer des choses nouvelles sous une nouvelle forme, et là ce sont des révolutions. Et également de comprendre comment cette technologie peut permettre de faire des choses que l'on faisait déjà mais différemment, et de répondre à des problèmes qui n'avaient pas encore de solution jusqu'alors. La deuxième chose, c'est que si vous comptez investir, soyez vraiment prudent, investissez réellement de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et ne commencez pas à essayer d'acheter pour revendre demain. Cantonnez-vous à quelques crypto-monnaies que vous avez étudiées, qui vous intéressent de par leur technologie. Commencez par mettre de tout petits montants. Le plus important, c'est de les utiliser, d'avoir son portefeuille, d'en envoyer, de comprendre comment ça fonctionne finalement. Et dans un second temps, renseignez-vous sur le DCA, le Dollar Cost Average, qui vous fait investir de toutes petites sommes régulièrement pour vous constituer bel et bien un portefeuille non pas de trader, mais d'investisseur, puisque vous allez accumuler petit à petit, à travers longtemps, une quantité de crypto-monnaies. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement, on va prendre un exemple. Imaginons que le premier mot de notre seed phrase, ce soit lyrics. Alors évidemment, vous pouvez écrire les 24 mots et ensuite faire la conversion grâce au papier ou faire chaque mot un par un. Alors ensuite, ils sont classés en ordre alphabétique. Et il faut retrouver le mot lyrics. Alors j'ai fait une petite note justement pour qu'il soit facilement retrouvable. Et on voit ici que le mot lyrics, j'espère qu'on voit bien à l'écran, c'est le numéro 1068. Donc ici, il suffit simplement d'écrire 1068. Et voilà, maintenant qu'on a fait la conversion justement en chiffres, on prend notre crypto tag, on va l'ouvrir. Donc évidemment ici ça va être le premier mot, donc je vais sur la première ligne et le premier numéro est le numéro 1. Donc je vais poinçonner ici sur les 4 chiffres le premier et le numéro 1. Donc je vise le numéro 1, j'appuie très fort et voilà, c'est fait. On voit sur notre crypto tag que le numéro 1 a été poinçonné. Et maintenant, il suffit simplement de le faire pour les 4 chiffres du premier mot. Puis ensuite, finir, voilà, faire les 24 mots. Et de cette manière, on a notre seed phrase sécurisée sur une plaque métallique résistante à l'eau, résistante à l'acide, résistante aux balles, résistante au feu.
Faillite de FTX, ça vous dit quelque chose ça? FTX, ah bah, on se souviendra des FTX, vachement longtemps. Hein. Bon, bah ça c'est pareil, on va juste, 700 millions de dollars appartenant à Sam Bankman-Fried, saisis par la justice, voilà. Bon, ça suit son cours, comme on dit. Hein. Tous les jours, on va apprendre des petites choses. Hein. Le titre, ça suffit, à mon avis. On n'a pas besoin de tout voir. Et dans quelques temps, on saura un peu comment il va être mangé, comment vont peut-être récupérer des gens, peut-être un petit peu d'argent, ou pas du tout. Ou, voilà, on verra ça tout doucement. C'est la justice maintenant qui traîne ça. Mais il nous a fait un coup terrible sur la tête. Assez costaud quand même. Tu vois, Binance qui... Et là, on va encore dire que le café du coin. Ça trouve toutes les casseroles de Binance. Voilà. Alors, quand on était là pour dire qu'FTX c'était de la merde, les gens ont oublié. On dit même pas que Binance c'est de la merde. Nous, on voit des news qui sont importantes à nos yeux. On a quand même le droit de choisir les news qu'on veut, ça reste notre chaîne. Non, c'est-à-dire que nous, on a envie de discuter au quotidien, donc vous allez quand même nous laisser choisir de quoi on a envie de discuter, ou c'est comment? C'est un peu la seule liberté qu'on a. C'est de rien devoir à personne et de livrer un petit peu. Alors, fondé, pas fondé, avec le ressenti, pas ressenti, ce que tu veux. Mais ça reste notre avis. Binance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont fait une erreur de wallet. Alors, ils ont des wallets pour collatéraliser, donc... pour backer, du coup. Pour backer des cryptos. Et ils ont été mettre les fonds des clients sur ce wallet-là par erreur. Voilà. Mais comment tu fais ce type d'erreur? Je comprends pas. Bah justement. Le préposé au wallet. Voilà. Le wallet qui collatérise. Le préposé au back. Voilà, le préposé au backage. C'est comment? C'est vrai que c'est très bizarre hein, ce qui s'est passé. Il y a eu un mélange de wallets. Quelqu'un en dehors de Binance a vu ça? Ou est-ce que c'est Binance? Les auditeurs là qui sont partis en Mazar. courant, là, il y a pas si longtemps. Voilà. Moi, c'est ce qui me pose un peu problème. Est-ce que Binance aurait averti les gens si Mazar n'avait pas vu, ou est-ce qu'il se serait dit bon allez, on va passer ça on va mettre ça sous le tapis, tu vois? Je crois que c'est Bloomberg qui a lâché ça. Ouais. Ok, bon, ça reste un média sérieux. Je pense pas que Binance, ça soit très clairement, surtout en cette période, le genre d'infos qu'ils ont envie finalement que ça sorte dans la presse, parce que bon, ça fait jamais de la bonne pub que d'entendre qu'il y a eu des erreurs concernant des wallets ou de la crypto d'utilisateurs, j'entends. Donc ça fait jamais plaisir. Après, j'ai pas les détails de comment ils ont pu se tromper à ce niveau-là, de comment à un moment donné les fonds d'utilisateurs on peut se retrouver finalement avec les fonds de ce qui permet de backer la crypto. En tout cas, Binance ne s'en cache pas, ils assument en disant qu'effectivement c'était le cas, qu'ils sont en train de régler la question, parce que je crois que c'est pas réglé en soi. Non, c'est pas tout à fait réglé. Après, voilà. En fait, ce qui est pas réglé, c'est le fait que c'était une erreur d'affichage, c'est-à-dire que il y a eu une erreur donc à un moment donné, ok, qu'ils auraient réglé, mais effectivement sur la répartition, c'était encore indiqué avec les avoirs qui étaient entremêlés, quoi. Bon, ça fait pas très sérieux de la part de Binance, qui est quand même censé être le numéro 1. Ça me gêne toujours ces petites, tu vois. Le jour où il va y avoir une grosse douille, on va nous dire, mais attends, te rappelles pas, on nous avait dit que les trucs, et vous avez rien vu venir, vous êtes des trous du, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, moi je veux pas jeter de l'essence sur du feu. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 conneries, voilà. Moi, je pense que celui qui a fait la connerie, là, et j'espère qu'il a pris un chèque et qu'il a été licencié à ça. Bitcoin est limité, c'est un fait. Alors attention, quand je vous dis ça, je vous parle pas des conneries qu'on entend dans les médias sur la consommation énergétique de Bitcoin ou quoi. Bitcoin est actuellement un protocole qui, de par son fonctionnement, sa solidité et son état d'esprit, se limite à une utilisation bien précise du réseau et restreint certaines autres qui auraient pourtant pu être possibles. Ce qui est limité chez Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le block rate. Le block rate, c'est en gros le temps entre chaque nouveau bloc qui va être créé sur la blockchain Bitcoin. Bitcoin, c'est une blockchain qui est sécurisée grâce à ce qu'on appelle la règle de la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est celle lors de la création des nouveaux blocs qui a demandé le plus de travail, et c'est donc elle que les nœuds sont censés choisir en majorité pour être la chaîne principale. Pour que le réseau puisse être synchronisé et continuer de respecter cette règle, le Nakamoto consensus de Bitcoin, qui est le protocole de sécurité, impose un espace entre deux blocs qui est d'au moins 10 minutes. C'est-à-dire que entre la création de deux blocs, il faut obligatoirement qu'il y ait 10 minutes sur Bitcoin. 10 minutes, c'est le temps que prend un bloc pour être propagé à au moins 51% des nœuds honnêtes du réseau. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir trop de ce qu'on appelle des blocs orphelins. Un bloc orphelin, c'est un bloc qui a été refusé par le réseau pour X ou Y raison et qui est créé pendant ces fameuses 10 minutes, quand un bloc se propage déjà sur les nœuds. Donc c'est un bloc qui est totalement inutile et de l'énergie et du travail gaspillé. Pour éviter ça, comme on fait, on va brider le temps de création des blocs sur 10 minutes. On aura donc sur Bitcoin des blocs qui seront plus longs, qui se valident toutes les 10 minutes
avec énormément de transactions dedans. On fait une grosse benne plus longue à remplir plutôt que plein de petites remorques les unes après les autres. Ça évite les blocs orphelins, mais ça veut aussi dire qu'on aura des transactions qui mettront plus de temps à être finalisées. Bah ouais, imaginez que les camions transportent des cailloux. Le premier caillou qu'on va mettre dans la grande benne va mettre beaucoup plus de temps avant d'être transporté et d'être traité que si on le mettait dans les petites remorques, parce qu'il va falloir remplir toute la grande benne avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et au final, on se rend compte que la direction que prend le protocole Bitcoin, le Layer 1 Bitcoin en tout cas, ça va pas vraiment dans la direction de la vision de Satoshi. Satoshi, lui, il voulait un système d'échange de monnaie peer-to-peer. C'est le titre du white paper. L'information que je vous ai dit sur l'imposition, ça nous vient aussi de l'Union européenne. C'est quoi cette proposition ? Cette proposition consiste en fait à mettre en place une nouvelle taxe. C'est encore à discuter. Ils ont dit ils sont en train de réfléchir à tout ça, que ça soit une taxe sur le revenu, une taxe sur le minage, une taxe sur les transactions crypto. Tout ça c'est à l'étude pour pouvoir ensuite apporter de l'argent au budget européen. Donc il y a 185 milliards qui vont être dépensés, il faut bien ramener cet argent quelque part, et ils se sont dit les cryptos, pourquoi pas taxer les crypto-monnaies. Et on a Valérie Ayer et José Manuel Fernandez qui disent en fait il vaut mieux réguler les crypto-monnaies au niveau européen, c'est plus efficace que de les réguler pays par pays. Donc bon, là encore, c'est assez contraignant si ça arrive, si c'est mis en place, parce qu'il faut savoir quand même que c'est déjà taxé les crypto-monnaies, donc là potentiellement ça serait une nouvelle taxe en plus. Imaginez le pire du pire des scénarios, ça serait une taxe sur les transactions. On a pu le voir en Inde, genre une taxe de 1% je pense sur chaque transaction, ça a fait quasiment disparaître tout le volume des exchanges indiens, et c'est des choses qui sont quand même très très embêtantes. Je ne pense pas qu'on arrivera jusque là, mais il peut y avoir plusieurs autres propositions qui ne sont pas très bonnes pour les crypto-monnaies. Donc sur Twitter, good news par rapport à donc la Suisse. Donc ça c'est incroyable comme news. Donc news de Good Value, Flash Cité Gestion. Donc la banque privée suisse vient de tokeniser son capital grâce à Taurus. Elle a pu tokeniser ses actions sous forme de security token sur Ethereum. Il s'agit de la première banque privée à réaliser une telle opération. Donc l'adoption continue. Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne news. On se rappelle tous les anciens que ça soit les banques, les gouvernements, les sociétés privées, voilà, tout le monde en fait était contre les cryptos. Ensuite on est passé dans la régulation et maintenant on passe dans l'adoption globale chez tous les gros acteurs. Donc c'est bien, on continue dans la bonne direction. Encore des news qui peuvent faire plaisir pour tous les anti-cryptos qui sont autour de vous. Ensuite, le président du Salvador, vraiment, moi, j'espère vraiment que ce pays-là va devenir un espèce de Monaco dans quelques années. Il a pris un très très gros risque. Et surtout, sur tout 2022, il a eu une énorme pression. Vraiment, bravo à lui, parce que le FMI, les États-Unis, tout le monde lui a mis une grosse pression en disant « Attention, le fait d'adopter le Bitcoin, pourquoi c'est un gros problème ?» Parce que, bien évidemment, la monnaie étalon dans le monde entier, c'est le dollar. Et je trouve ça super intéressant. Parce qu'il est allé à contre-courant de tout ça, et vraiment il a pris un très très gros risque, parce que les Américains détestent ça, la monnaie étalon du monde entier, tout est coté en dollars, d'ailleurs même les crypto-monnaies, et donc il a pris le contre-pied, et surtout il y avait une grosse pression, il avait un remboursement d'une dette de 800 millions de dollars, qu'il a remboursé, et donc c'est une très très bonne nouvelle. Vraiment je souhaite à ce pays en particulier, parce que ça a été les premiers à adopter le Bitcoin. Bravo à ce pays-là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas parlé, et donc c'était une petite dédicace à ce petit pays qui allait à contre-courant du dollar tout simplement, et des États-Unis, et donc je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je leur souhaite d'être tout simplement un espèce de nouveau Monaco dans quelques années. L'histoire de l'euro qui baisserait de 50% par rapport au dollar comme ça me semble assez difficile parce que la zone euro elle-même, elle est passée déficitaire. Tu vois, en commerce extérieur, que tu jamais, de quelques pourcents, mais de quelques pourcents. Tu vois, elle est pas en train d'exploser. Mais ça pourrait s'aggraver. On sait pas, mais ça prendra du temps. Enfin, tu vois, bon, on n'est pas dans un scénario catastrophe comme ça. En revanche, un risque d'implosion de la zone euro, c'est toujours possible. C'est toujours possible parce que on a des États qui sont très endettés. Donc on a l'Espagne, la France à 120%, on a l'Italie à 150%. Les taux d'intérêt commencent à remonter, tu vois, doucement. Là, on a commencé à faire des études sur toutes ces dettes. Donc cette notion de trappe à dette, est-ce que les États bientôt, dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 5 ans, vont se retrouver en situation où ils n'arriveront plus à payer les intérêts de la dette qui est en train de monter, des taux d'intérêt qui sont en train de monter. Donc c'est des calculs qui sont très ennuyeux à faire parce qu'il faut prendre tous les titres, il faut tout regarder, il faut faire des hypothèses de renouvellement de chaque type. Bon, c'est effrayant le travail vrai. Mais ça, grande conclusion, si tu veux, c'est que pour la dette française par exemple, dans les 2 ans qui viennent, non.
Il n'y a pas de problème majeur. C'est-à-dire que le taux moyen de la dette va monter de quelques dizaines de points de base. Bon, ça va pas être catastrophique. Par contre, dans les 4-5 ans à venir, alors là, c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire on est sur une trajectoire qui n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'on va converger vers un niveau de taux d'intérêt, compte tenu de la croissance possible de la France, qui fera que, en fait, toute notre croissance sera utilisée pour payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun argent pour faire autre chose, tu vois, pour renforcer tout ce qu'on veut renforcer. Ouais. Donc, on a un problème quand même entre 2 et 5 ans. Donc, ça veut dire que là, si on rentre dans des situations comme ça, la pérennité de la zone euro, s'il n'y a pas de changement radical, s'il n'y a pas de changement de politique, s'il n'y a pas d'épargne, s'il continue à faire des déficits comme on les fait aujourd'hui avec des dettes qui montent, on a une possibilité d'avoir un éclatement de cette zone, d'autant plus qu'on voit que les Allemands en ont ras-le-bol. Ils en ont marre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire des relances budgétaires, enfin des dettes de 200 milliards pour essayer d'aider, etc. Donc on voit qu'il y a des tensions qui sont en train de monter de partout. Donc l'hypothèse d'un éclatement de la zone euro entre 2 et 5 ans, c'est une hypothèse qu'il faut considérer dans un portefeuille. À mon avis, elle n'est pas irréaliste. Elle n'est pas 0,5 chance sur 100. Alors, il y a eu quelques trucs qui sont sortis, comme on disait. Donc, aujourd'hui, on parle surtout PMI. PMI, qu'est-ce que c'est PMI? PMI, c'est un peu que les usines, comment elles font les usines? Qu'est-ce qu'elles font les usines? Est-ce qu'elles vendent toujours? Est-ce qu'elles produisent parce que le carnet de commande est rempli? Ou est-ce que ça va pas? Le carnet de commande, il se vide, il n'y a plus personne va acheter, et ça va pas bien, si tu veux. Et donc là, on va regarder PMI S&P, qui est un peu le principal, on va dire. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, ce truc-là, ça mesure la performance du secteur manufacturier et issu d'une enquête auprès de 600 entreprises industrielles. Bonjour, je voudrais parler à votre directeur d'achat, il va m'expliquer un peu comment ça va. Et en gros, il regarde est-ce que les nouvelles commandes vont bien, est-ce que la production va bien, l'emploi de l'usine va bien, ou elle licencie, parce que ça va pas très bien, les délais de livraison et les stocks se remplissent, se vident, tout ça. Et lorsqu'on est en dessous de 50, ces genres d'indices-là, c'est que l'usine vont pas très bien. On parle de contraction, on parle de l'usine, produit moins, vend moins, ça va pas très bien, tu vois, c'est plutôt, ça va plutôt vers une tendance un peu récessionniste, mais c'est bien pour l'inflation. Pour calmer l'inflation, il faut que les usines, elles se calment aussi. Il faut que tout le monde se calme. Les gens tous au chômage, les usines ne vont plus, et c'est bon, bravo, on a calmé l'inflation, ouais. Par contre, on a mis le pays par terre. Ah zut, c'est ce qu'on appelle les récessions. Maintenant, il va falloir reconstruire, merde. Bon, voilà. Donc là, en dessous de 50, les usines sont plutôt en mode, elles sont pas très bien, elles vont pas très bien, elles sont un peu en rétractation, un peu en récession, tu appelles comme tu veux. Bon. Donc on nous dit que une nouvelle contraction de l'activité des usines, la deuxième plus rapide depuis mai 2020. Ça c'est pas joli ça, hein. Et la production s'est contractée à la suite d'une autre forte baisse des entrées des nouvelles commandes, les entreprises soulignant que l'impact de la hausse des coûts sur la demande des clients. Ah ben ouais, c'est normal tout ça. Donc tu veux, en fait c'est tout à fait normal que quand avec ton gros marteau tu mets des coûts sur tout simplement le pays à coup de hausse des taux et à coup de quantitative tightening où tu diminues un peu le bilan de la banque centrale après avoir injecté à mort, c'est normal que ça fasse mal à ton pays. Le but du jeu c'est que ça lui fasse pas trop mal. Le problème c'est que là, la contraction qu'on voit au niveau du secteur manufacturier, elle est aussi violente que ce qu'on avait en 2020, et là, c'est peut-être un petit peu trop violent. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que dans 6 mois, 8 mois, 1 an, on va aller dans une petite récession, moyenne récession ou grande récession? Autrement dit, est-ce que le fait de tuer l'inflation, ça va éclater l'économie américaine un petit peu, moyennement ou beaucoup? Si c'est un petit peu, ça ira. Si c'est moyennement beaucoup, qui dit éclatage de l'économie, dit les actions qui retouchent les flammes infernales de l'enfer et les cryptos qui suivent. À part qu'il y ait tout d'un coup un truc qui se passe où genre, la crypto, valeur refuge, tout ça. Mais bon, ça, on va pas commencer à spéculer sur des trucs qui peuvent, on sait pas trop. Bon. On prend ce qu'on a devant les yeux. Et puis dans les bonnes nouvelles hyper euphorisantes, au-delà du fait que les Européens, l'OTAN sont en train de livrer des tanks à l'Ukraine et que les spécialistes de la surveillance des risques atomiques estime qu'on n'a jamais été aussi près d'une guerre mondiale et d'une guerre atomique, c'est super rassurant. Au-delà de ça, il y a une société qui s'appelle Hindenburg Research. Alors la transition est pas facile à faire entre la guerre atomique et Hindenburg. Alors Hindenburg Research, c'est une boîte qui est spécialisée dans l'identification des boîtes pourries qui mentent aux actionnaires, pour faire simple. Donc ils scannent les boîtes, les bilans, ils font des recherches fondamentales pour essayer de voir s'il y a un truc pourri à l'intérieur de la boîte. Et là, ils ont mis le doigt sur une boîte. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est Adani. Donc ils ont Adani, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des plus gros groupes industriels, on va dire, indiens. Monsieur Adani fait partie des top 5 au niveau des multimilliardaires mondiaux.
Eh bien, selon Hindenburg, à l'intérieur, c'est magouille et compagnie, surendettement, risque extrêmement élevé. Alors, ils disent que c'est pas une recommandation d'investissement, mais ils estiment que la société est survalorisée de plus de 85%. Et donc, du coup, il y a de quoi baisser clairement. Ce matin, en Inde et ailleurs dans le monde, le titre est, les différents titres du conglomérat industriel sont en baisse entre 3 et 6%. On sait que d'habitude, Hindenburg Research, ils font pas non plus 10 calls par semaine, ils en font 2 ou 3 par année, et ils sont souvent justes. Dessus, on va regarder rapidement Ishimoku. On voit que on a de la marge de progression au niveau de l'Ishimoku. On pourrait aller retravailler le Kumo justement avec une rupture des 25 000. Donc là-dessus, on a vraiment de la place, même si on voit que la LS est quand même un petit peu bloquée actuellement par le cours, sur lequel il va falloir break aussi. Donc ça veut dire que il va avoir de la résistance, des choses que l'on est en train de voir actuellement. Il faudrait qu'on ait une libération de la lagging span pour se dire que, en effet, on puisse justement aller chercher le Kumo, et on voit bien que si on arrive à passer cette zone de turbulence ici, cette zone de résistance, on ira chercher au-dessus. En tout cas, c'est l'analyse Ishimoku qu'on peut avoir assez rapidement, à savoir qu'on est en weekly, donc sur du long terme, et c'est un petit peu ce que l'on cherche aussi quand on fait cette analyse-là, c'est de prendre une hot time frame pour savoir exactement où on en est, et toujours après redescendre. J'ai toujours le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce rallye pour des raisons complètement merdiques, et pour rester poli. Donc on va essayer d'être franc ici. Celui qui vend un truc pareil, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais bon, il faut revoir pas mal de fondamentaux du marché. Pour l'instant, c'est juste boule sur tous les time frames horaires. Comme j'avais dit, il y avait un risque éventuellement sur la troisième borne, puisqu'on tradait, enfin moi personnellement, je tradais ce flux, mais je sentais tellement 3000 qu'on allait l'exploser la troisième borne, étant donné que tout était complètement arraché. Ça veut dire que ce flux est excessivement haussier. Et qu'est-ce que vous avez face à ça? Des gens qui disent « Ah, ça monte trop vite, il faut vendre ». Non, c'est l'inverse. Quand ça marche vite dans votre sens, il vaut mieux prendre du recul et se dire que si le marché est excessif en horaire, c'est peut-être parce que vous devriez dézoomer et regarder ce qui se passe sur le faible risque. Et pour ma part, sur le faible risque ici, il n'y a juste rien, comme on l'a dit dans le brief hebdo, il n'y a pas la moindre zone de vente. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison de vendre ici sur Bitcoin, et c'est peut effectivement alimenter des flux haussiers assez pernicieux et violents. Donc oui, les flux horaires sont un peu excessifs, mais c'est pas une raison pour se mettre en face. Et les gars, je voudrais vous montrer aussi un graphique on-chain ici. Alors ce que ça nous montre, c'est la ligne bleue qui est le prix réalisé par les holders au long terme. Le rouge, c'est le prix réalisé par les détenteurs au court terme. Et vous avez le prix du Bitcoin en général, le prix réalisé ici. Donc fondamentalement, ce que ça nous indique, c'est parmi les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis longtemps, eh bien combien ont-elles payé pour ce fameux Bitcoin? Pareil pour les personnes qui viennent d'acheter leurs jetons, combien ont-ils payé pour ceci et combien font-ils de bénéfices? Et ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que vous avez le prix du holder au court terme ici, vous avez donc la médiane ou la ligne, la moyenne en orange, et vous avez le prix du détenteur à long terme ici, qui vient de franchir en fait le prix du holder au long terme. Donc ceux-ci possèdent du Bitcoin depuis longtemps et ça vient de devenir rentable. Comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu exactement le même genre de choses juste ici en 2019. On a en fait franchi la moyenne des holders au court terme et puis les holders au long terme juste ici, après avoir formé un petit peu de consolidation, une consolidation donc au long terme proche du bottom, et je pense qu'il s'agit également d'une consolidation sur le long terme à la base. Alors voilà, vous savez que selon moi le bottom a été atteint ici aux alentours des 15 000 $, donc on voit vraiment des choses similaires se produire ici. Ça a finalement conduit à un rallye de la part du Bitcoin. Alors est-ce que la même chose risque de se passer cette fois? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Sur Ethereum, comme je disais, on est sur une résistance mensuelle, donc voilà, encore une fois, prudence. Pour autant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas pris ce sommet sur tous les exchanges. Sur ce sommet-là, on l'a pris sur les dérivés majoritairement, et on l'a aussi pris sur Coinbase, je crois, peut-être Bitstamp, mais on l'a pas pris sur Binance. Donc ça m'étonnerait que ce high ne soit pas pris sur Binance. Encore une fois, on va surveiller ça de près. Et donc, qu'est-ce que moi je cherche, encore une fois, sur Ethereum? Soit une consolidation ici pour derrière viser plus d'upside pour aller chercher dans un premier temps ici, ce sommet qui attend, donc les 1683 puis les 1790, pour faire très simple, donc ce high ici, puisque pour moi c'est la cible logique.
Mais dans le cas, voilà, on s'affranchit de cette zone et qu'on s'en sert comme support, je pense qu'il y a moyen de pousser bien plus haut. Donc là, on est vraiment sur un point super pivot pour les cryptos. On est sur une résistance mensuelle, donc soit on la déborde et à ce moment-là, je pense qu'il y a moyen que ça fasse full moon, soit on va probablement rejeter ici ou après une sorte de petite déviation. Le scénario pour moi le plus bear, c'est si on déborde et que ici on a des clôtures et qu'on commence à être dégueu. Là, je pense qu'on pourrait pousser beaucoup plus bas. Donc dans le cas où eh bien on a tout simplement pas assez de force acheteuse ici pour pousser plus haut, l'autre zone que je vais regarder du côté d'Ethereum, ce sera a priori celle-ci. Donc entre les 1440 et les 1500 $. News suivante qui concerne Pedigree. En effet, la célèbre marque d'animaux de compagnie arrive dans le Metaverse Decentraland et en fait va permettre aux holders de land Decentraland de pouvoir en fait créer un animal, genre leur chien en fait en 3D. Et en fait le truc c'est quoi, l'idée c'est quoi, c'est qu'apparemment il y a 47% des chiens qui sont dans les refuges qui sont pas adoptés et en fait c'est un truc comme ça un petit peu caritatif, un petit peu pour lutter en fait contre l'abandon des chiens et pour aussi sensibiliser les gens. Donc en fait les gens pourront même adopter un chien en vrai et après en fait retranscrire l'avatar du chien dans le Metaverse et après on peut s'en occuper aussi dans le Metaverse, faire des choses comme ça. Donc en tout cas je trouve que ça reste une belle initiative. Le programme s'appelle Fosterverse et je trouve ça chouette. Donc voilà, bien sûr j'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont que des informations qui sont on va dire les plus neutres possibles. Je vous invite jamais à in ou à ne pas in dans un projet. Vous faites vos propres recherches, vous avez tous les liens en description pour du coup faire vos recherches et puis avoir un début de réflexion et savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.